Maintenant, on va avoir un point de vue d'expert. Oui, affilié au Hub Institute. Aurélien à côté, je t'invite à me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir également. C'est un peu le fil rouge de toutes nos discussions, le MaaS, voilà, la mobilité en tant que service. Tu vas vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Je te laisse la parole entre idéation jusqu'à l'implémentation. À toi. Merci pour l'invitation. Effectivement, le MaaS, on en parle beaucoup. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de dire, on part de l'idée, qu'est-ce que c'est que le MaaS, jusqu'à l'implémentation. Donc le MaaS, attendez. Voilà. Comme le ministre belge l'a dit tout à l'heure, la réduction de CO2 est ce qu'il y a de plus important actuellement au niveau de la mobilité. Mais pas que. Il y a aussi la problématique des congestions. Qui dit embouteillage dit automatiquement des gens qui se retrouvent dans une voiture 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie pour l'aller et pour le retour. C'est pas bon non plus pour le moral et pour la partie physique, pour le dos, etc., etc. Comment on fait pour réduire la part modale finalement de la voiture privée en sachant que la voiture doit être de moins en moins utilisée? On va aller de plus en plus vers une transformation de la mobilité qui va être de silos à une intégration de ces silos pour pouvoir aller jusqu'au MaaS, donc la mobilité as a service ou mobilité servicielle. Alors qu'est-ce que c'est que le MaaS? Alors je ne sais pas si Laurent Chevreau du CEREMA est là parmi nous, mais il va intervenir plus tard. Le CEREMA, c'est l'observateur du MaaS en France, et ils ont une définition qui est que, en fait, beaucoup de gens ont une définition différente du MaaS en fonction de leur propre intérêt. Mais néanmoins, on est tous d'accord que le MaaS, c'est un système intégré proposant l'information, la réservation, l'achat et la validation de services de mobilité, qu'ils soient publics ou privés, via un seul channel pour l'utilisateur qui pourra créer un profil, des préférences en fonction du contexte de mobilité local. Pour que ce soit un peu plus imagé, on va prendre Amazon. Amazon, en fait, il y a plein de magasins un peu partout, et puis Internet a permis à Amazon de se dire je ne me déplace plus, mais je peux aller faire mes courses grâce à Internet. Alors là, pour le MaaS, on va quand même bouger, mais l'idée c'était de se dire qu'on a une offre fragmentée de toutes les mobilités, entre les taxis, les bus, les tramways, les e-scooters, les vélos, etc., etc. Et là maintenant, avec le MaaS, l'idée c'est vraiment d'avoir tout en un. Mais quand on parle de mobilité, il faut bien prendre conscience qu'il y a plusieurs types de mobilité. Mais la mobilité la plus importante, c'est celle de la vie quotidienne. Donc c'est qu'est-ce que les gens prennent au niveau local. On parle souvent du MaaS qui doit être une application pour aller partout dans le monde, mais la réalité, c'est que la plupart des gens bougent localement, et quand ils bougent en dehors de leur ville ou de leur territoire, c'est pour les vacances ou pour le business. Mais le business, ça représente quand même pas plus de 10% des mobilités dans le monde. Et pour les vacances, c'est très ponctuel. Donc il faut penser au MaaS comme une réponse à un problème de mobilité locale. Quelles sont les mobilités qui sont à disposition au niveau local? Quelles sont aussi les personnes qui vont utiliser ces mobilités? Donc bien de prendre en compte toutes les différentes tarifications qu'on pourrait avoir en fonction des personnes. Est-ce que je suis un étudiant? Est-ce que je suis une famille nombreuse? Est-ce que je suis quelqu'un avec une mobilité réduite? Et à partir de là, il faut aussi prendre en compte pourquoi les gens se déplacent. Parce qu'effectivement, on va souvent de chez soi pour aller quelque part. On va chez soi pour aller au travail le matin. Mais le soir, on va très certainement aller de notre bureau pour aller faire du sport, pour aller rejoindre des amis pour faire un repas, pour aller chercher les enfants, pour aller faire des courses. Donc souvent aussi, on prend mal en compte le fait que le commute du matin n'est pas du tout le même que le commute du soir. Quand on parle d'intégration de différents services de mobilité, il est important aussi de se dire que tout le monde n'est pas mature au même niveau. C'est pour ça que très tôt, au niveau du MaaS, on a décidé de mettre des niveaux différents de maturité technologique d'intégration. Le premier niveau, c'est d'abord d'être sûr d'avoir de l'information voyageur en temps réel des services de mobilité qui opèrent dans le territoire dans lequel on fait le MaaS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir si les bus sont bien à l'heure,
ils vont bien arriver à telle heure, à telle station. C'est de savoir que le taxi qu'on a commandé, on sait que quand on nous dit qu'il arrive dans 12 minutes, il sera là dans 12 minutes. C'est de dire, il y a une trottinette, oui, elle est là, et quand j'arrive, elle est bien encore là. Le deuxième niveau, c'est le paiement. C'est bien d'avoir l'information, mais après, on aimerait effectivement pouvoir acheter. Donc, la première chose à faire, c'est d'être capable de payer ce qu'on appelle pay as you go, donc payer au service. Je paye mon ticket parce que je n'ai pas, pour l'instant, l'abonnement et parce que je ne suis pas régulier du transport public, mais pouvoir avoir la possibilité d'acheter un ticket tout de suite grâce à l'application, c'est important. Derrière, je parlais de grilles tarifaires. Les grilles tarifaires peuvent être très très simples, mais peuvent être très complexes en fonction des endroits où on est et de la mise à disposition en fonction des opérateurs et de la politique de mobilité par les autorités locales. Après, c'est l'ultime, c'est le Graal, c'est une fois qu'on a tout intégré, c'est comment être sûr que le maximum de gens utilisent ces systèmes-là pour pouvoir bouger dans leur territoire. Et là, c'est le système d'incitation, qui peut être, privé ou personnel en fonction des personnes, en fonction des besoins, en fonction de là où habitent les gens, où ils veulent aller. Donc ça, c'est le Graal, et pour l'instant, personne ne l'a atteint. Il y a 3 types de business pour l'instant dans le MaaS. Le B2G, le Business to Government, donc c'est le MaaS qui est déployé et géré par les autorités locales et les villes. Le B2B, qu'on est en train de voir de plus en plus, qui est comment proposer des services de mobilité aux compagnies pour leurs employés, quand ces compagnies voudront mettre à disposition un budget de mobilité pour que leurs employés puissent se déplacer, en particulier sur le commute quotidien, de manière le plus sustainable possible. Et puis le B2C, c'était le premier MaaS qui a été créé à Göteborg en 2013, puis qui a été suivi par Helsinki en 2017 par MaaS Global. C'était une plateforme intégrant tout pour le client final. Alors, j'aime bien dire que normalement on devrait faire du B2G2C, Business to Government to Citizen, parce que quelque part la mobilité c'est un droit pour tous. Maintenant, parlons de ça, c'est le rêve, c'est le Graal. On aimerait aller jusque-là. Mais comment on arrive à ce niveau-là? Comment déployer un projet MaaS? Donc ça commence déjà par la compréhension du territoire, de ses acteurs, de ses réels besoins et bien sûr de son périmètre. Définir la couverture du territoire, c'est important. Est-ce qu'on veut un MaaS qui va servir que dans le centre-ville? Est-ce qu'on veut un MaaS pour les gens qui habitent en proche banlieue, comme la première couronne à Paris? Est-ce qu'on veut plutôt au contraire que ce soit un MaaS qui soit pour les gens qui soient en banlieue lointaine, ceux qui viennent avec leur voiture au centre-ville? Est-ce qu'on veut plutôt que ce soit sur les villages aux alentours, en fonction de la localité où on est? Est-ce qu'on veut plutôt un MaaS pour desservir les zones industrielles et commerciales, où finalement une grande majorité des gens et des déplacements se font le matin et le soir? Ou un mix de tout? C'est important de savoir où est-ce qu'on veut mettre un MaaS pour être sûr qu'il fonctionne dès le départ. Après, il est important d'analyser la complémentarité des opérateurs et de la couverture qu'ils ont par rapport à le contexte qu'on appelle le territoire qu'on a délimité, et surtout savoir s'il y a des zones grises, des zones blanches, des zones complètement où il y a trop d'offres, pas suffisamment de demandes, ou au contraire des zones où il y a de la demande et absolument pas aucune offre. Donc bien savoir combien de types de services de mobilité vous avez dans votre localité, combien d'opérateurs par type de service. Et là, je fais une grosse différence entre les grandes villes comme Paris, où vous allez avoir plusieurs acteurs du vélo, plusieurs acteurs de la trottinette, plusieurs acteurs de l'autopartage, etc., versus une ville moyenne, où il y aura un acteur de car sharing, un acteur de carpooling, un acteur de vélo, un opérateur de transport public. Et ça a une différence parce que les choix seront différents. Leur zone d'opération, et vérifier que ces zones sont intéressantes pour l'utilisateur.
Et puis, effectivement, je parlais des zones blanches. C'est important, les zones blanches, parce que souvent, on les oublie un peu, et tout se trouve souvent au centre de la ville. Et donc, les zones blanches, c'est sûrement là où il y aura un vrai besoin d'un MaaS, et là où on pourrait voir les besoins de nouveaux opérateurs de mobilité. Après, c'est identifier les opérateurs qu'on a envie de mettre dans son offre. Dans les villes moyennes, c'est plus simple, il y a moins d'acteurs, donc l'intérêt, c'est d'essayer d'agréer le plus d'acteurs possible. Dans les villes comme Paris, c'est un choix, et après, c'est vrai que c'est aussi au choix de l'opérateur de savoir s'il a envie d'être intégré dans tel ou tel MaaS, en sachant qu'une ville peut avoir un MaaS, mais pourrait très bien en avoir 10. Ça sera rarement le cas. Quelque chose qu'on oublie souvent, c'est l'utilisateur. Analyser les différents types de typologies d'utilisateurs. Cibler les typologies qui seront les premiers adopteurs. Alors ça paraît bête, mais j'ai vu beaucoup de projets depuis 5 ans où en fait l'utilisateur, on part du principe que c'est celui qui a sa voiture. Sauf que souvent, celui qui a sa voiture, il a tellement l'habitude d'utiliser Waze et Google qu'il n'aura pas du tout le réflexe de prendre une solution de mobilité as a service comme alternative. Donc, pour moi, le MaaS, il faut d'abord savoir qui va l'adapter et l'utiliser tout de suite, parce qu'eux seront les ambassadeurs. Co-construire avec eux. N'attendez pas d'avoir une application, de la mettre à disposition et de voir que finalement elle n'est pas utilisée, parce que ce n'est pas du tout ce que vos concitoyens veulent par rapport au contexte local. Commencez par un pilote avec un petit nombre de personnes pour vraiment comprendre les vrais besoins et pour pouvoir améliorer, voire complètement changer l'application et l'offre pour qu'une fois que vous avez un vrai produit, ça soit vraiment adapté par tout le monde. Et donc, mettre en place un système lean. Après, partenariat et business model, très important. On en parle beaucoup. On dit que le MaaS va rapporter 10 milliards, mais vraiment, qui va gagner ces milliards? Très certainement pas les MaaS opérateurs, qui seront très certainement l'extension du transport public. Mais il est important de savoir que dans ce contexte tripartite, entre les opérateurs du MaaS, les services de mobilité et les usagers, qu'il y ait une confiance et que les choses se fassent. Donc les contrats commerciaux entre le MaaS et les services de mobilité est très très important, parce qu'il faudra en mettre en place les KPI, les SLA, les assurances, les responsabilités et quel type d'intégration on veut avoir, quel type de données on a besoin, quel type de réciprocité de data il y aura entre les parties. Pour vous montrer un peu la complexité de ce que c'est que le MaaS au niveau technique, parce que beaucoup pensent que le MaaS, ce n'est qu'une simple application. Non, l'application, c'est juste l'interface entre l'utilisateur et toute la machinerie que vous voyez là. Alors, je ne vais pas vous la décrire, mais c'est très complexe. Et cette complexité-là, heureusement qu'il y a des associations comme MaaS Alliance, qui a mis en place une association avec tous les acteurs et tous les écosystèmes qui sont imbriqués dans ce type de plateforme pour pouvoir faire évaluer les choses. Et là, Jean Deté, qui est juste devant moi, pourra vous en expliquer un peu plus. Donc, le MaaS, ça prend du temps, c'est du step by step. Vouloir aller trop vite, c'est pas bon. Il faut bien définir ce que l'on veut, les objectifs, co-construire tout de suite avec l'usager et les opérateurs de mobilité publique-privée. Ne pas faire quelque chose en amont et puis les mettre devant un fait accompli, parce que souvent, ça bloque les choses. Être sûr de la maturité technologique des acteurs qu'on va intégrer pour être sûr que l'application que vous allez mettre en place soit à la hauteur des exigences et des attentes. Mais dans le futur, avec un peu de chance, le MaaS sera vraiment l'outil qui permettra de simuler en temps réel les vrais besoins, les vrais manques de toute une mobilité dans une localité. En sachant qu'il y a les opérateurs des transports publics d'un côté, les autorités organisatrices de la mobilité et les opérateurs de transport privé. Donc un triptyque qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Et c'est un challenge. Et donc là, c'est important parce que plus on va mettre de services de mobilité à disposition des utilisateurs, plus les gens vont voir qu'il y a des alternatives. Et
quelque chose qui est très important, c'est la voiture, elle est là encore pour un petit moment, et donc il est important de l'intégrer dans le MaaS. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que je vois beaucoup de projets où la voiture est l'ennemi, mais l'ennemi, il est là pendant encore un petit moment, donc soit on travaille avec et on essaye de réduire sa part, et pour ça, il est très important que les MaaS soient un vrai calculateur d'itinéraire intermodal, incluant le véhicule privé et les transports partagés et publics. Donc voilà, j'ai terminé. Et si vous voulez en savoir plus, contactez le Hub et on pourra vous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup.